Alors du coup, j'avais la mission de discuter de la classification et du diagnostic des myopathies auto-immunes. Puis suite à la réflexion de ce matin, je suis parti, j'ai rajouté une diapo en tout dernier pour l'évaluation des myopathies, mais ça sera principalement euh, autour de la classification. Donc ça fait, pourquoi on veut classifier et faire un diagnostic? Parce qu'on veut le bon traitement, ça va sans dire, et donc de tout temps, comme on commence une dissertation en français au bac, les médecins se sont posés la question de savoir quel était le bon traitement, c'est pas nouveau, et puis les traitements au Moyen-Âge n'étaient pas exceptionnels, donc il y avait la saignée, il y avait d'autres traitements aussi qui étaient moins recommandés, et finalement, il ne faut pas s'étonner que les médecins au Moyen-Âge étaient régulièrement condamnés à brûler sur le bûcher en traitant les médecins d'hérétiques. L'histoire des myopathies auto-immunes, en fait, la première fois que les docteurs font le diagnostic de la polymyosite, c'était un Allemand et il dit voilà, j'ai un patient qui a une faiblesse musculaire dont il va décéder. Et puis quand il fait l'analyse d'autopsie, on voit que dans le tissu musculaire, on voit dessiner ce qu'on vous montre régulièrement en photographie, les infiltrats inflammatoires de cellules dans le tissu musculaire. Et le premier, le docteur Wagner dira il y a une atteinte de plusieurs muscles inflammatoires. Il sera le premier à employer le terme de polymyosite. Et puis une centaine d'années plus tard, finalement, on se rend compte que d'accord, il y a la polymyosite, puis il y a des patients qui ont aussi des manifestations cutanées, et il deviendra évident pour tous qu'il y a deux grands groupes de maladies musculaires auto-immunes, celles qui ont un déficit musculaire, qui ont un tronc commun, elles ont tout un tronc commun, en fait, ils ont un déficit musculaire qui pourrait faire discuter de maladies neurologiques ou musculaires, mais les CPK et l'EMG vous pointent le doigt que c'est musculaire, et la biopsie musculaire vous dit que c'est inflammatoire, et quand on a ça, on a une polymyosite selon Peter et Bohan, et à l'inverse, quand vous avez ça plus de la peau, c'est une DM. Donc c'est simple, c'est pratique et c'est très, très utile. C'est tellement utile, ça a été tellement utilisé que finalement, on a vécu longtemps avec l'idée qu'il y avait deux entités au sein des myopathies auto-immunes. Mais si on regarde la peau et on s'intéresse aussi aux manifestations extramusculaires, la peau, ça représente que 30% des cas de manifestations extramusculaires des myopathies auto-immunes. Et puis très fréquemment, les patients peuvent avoir, comme vous le savez, des arthralgies, des atteintes thoraciques, des cancers associés ou des atteintes musculaires cardiaques qui sont associées. Et donc ça ne rentre pas bien dans les deux cases de polymyosite ou de dermatomyosite. Si on s'intéresse aux muscles, là aussi, les manifestations en fait, sont très variables et on va voir que finalement, ce n'est pas que bilatéral, symétrique et aigu. Et quand on regarde tous les éléments cliniques et diagnostiques, on se rend compte que c'est difficile de trouver des éléments homogènes chez tous ces patients. Pour le plus simple, c'est en combien de temps votre déficit s'installe. Les patients disent un coup sur deux, c'est rapide, et c'est ce qu'on voit souvent. En 1 à 3 mois, ils viennent en consultation et on se dit qu'il y a un problème. Et c'est principalement les DM, les antisynthétases et les myopathies nécrosantes. Et puis il y a un groupe que vous connaissez aussi très bien, qui sont des tableaux beaucoup plus lentement évolutifs, que les neurologues voient finalement plus que les internistes ou les rhumatologues, que sont les myosites à inclusion, mais aussi une forme particulière de myopathie nécrosante qui ont un début très lentement progressif, et les myologues connaissent bien ce diagnostic pour rattraper ces patients qui étaient considérés parfois comme dystrophiques. Donc le mode d'installation varie beaucoup d'un patient à un autre. La topographie, on dit c'est bilatéral, symétrique, les quatre membres. En fait, on se rend compte de plus en plus que la sévérité du déficit varie en fonction des membres supérieurs et des membres inférieurs. Par exemple, l'atteinte est prédominante au niveau des membres inférieurs dans certains groupes de myopathies auto-immunes. C'est le cas en particulier des myopathies nécrosantes auto-immunes. A l'inverse, il y a des patients qui ont plutôt une atteinte qui prédomine aux membres supérieurs, et ça c'est plutôt le cas des dermatomyosites, et c'est un travail que QB a fait, que je vous montrerai tout à l'heure, qui permet de le voir. Et quand on y repense, c'est vrai qu'on se dit mais c'est vrai que les patients qui ont des DM sont plus gênés aux épaules qu'aux jambes, et une myopathie nécrosante, c'est exactement l'inverse. Et puis, ce qui est beaucoup plus établi et connu, c'est que la myosite inclusion, elle, à l'inverse, elle touche aussi, de façon caricaturale, les muscles distaux et principalement les fléchisseurs des doigts ou les releveurs des pieds. Et donc la topographie de l'atteinte musculaire est très hétérogène, d'un patient à un autre, comme son mode d'installation. Si vous regardez les CPK, c'est pareil, il n'y a pas deux patients qui ont le même taux de CPK. Il y a des groupes de patients qui ont des CPK normales, c'est le cas des DM, une fois sur trois, ou les myosites inclusion qui ont régulièrement des taux de CPK qui sont normaux. Et dans la myosite inclusion, le taux de CPK s'élève assez peu, et c'est d'ailleurs un critère diagnostique d'exclusion dans les classifications. Les DM, ça peut monter un peu plus, mais l'étalement du taux de CPK va de j'ai rien du tout jusqu'à 4000 de CPK. En revanche, les antisynthétases ont des taux un peu plus élevés, et puis au bout du spectre, les myopathies nécrosantes ont des taux franchement plus élevés. Et le niveau des CP4 déjà peut nous aiguiller sur un groupe particulier.
Puis en miroir de la clinique, vous avez aussi l'IRM. Alors l'IRM nous apprend beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à en découvrir, surtout quand on fera des IRM corps entier plus facilement. Ce qu'on sait, c'est que l'IRM est plus sensible que l'examen clinique, et là on dit, ce patient n'a pas d'atteinte musculaire, en fait, vous faites des IRM, 30% d'entre eux en ont quand on parle de DM amyopathique. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la topographie des atteintes est très variable d'un patient à un autre et varie probablement selon les groupes des maladies. Et il y a probablement beaucoup à découvrir sur la sélectivité de l'atteinte musculaire au cours des myopathies auto-immunes. L'IRM peut nous dire, outre la sensibilité du diagnostic, outre la topographie, la sévérité des lésions. Et donc ce papier qui a été fait par l'équipe d'Andrew Mamen aux États-Unis avait pu permettre de montrer que les myopathies nécrosantes avaient encore une fois un œdème musculaire qui était plus marqué que les autres myopathies, hormis la muqueuse d'inclusion, et que les dommages, les séquelles, les lésions irréversibles provoquées par la maladie étaient plus fréquents et plus marqués au cours des myopathies nécrosantes, comme l'atrophie ou le remplacement graisseux du tissu musculaire, que dans les autres myopathies, sauf la muqueuse d'inclusion. Mais puis, on a quand même des études avec des IRM corps entier qui ont été menées en Angleterre assez récemment, qui disent ce qu'on s'attendait, c'est que la sélectivité de l'atteinte musculaire se traduit aussi par la sélectivité des dommages, et que dans la muqueuse d'inclusion, l'atteinte est principalement marquée au niveau des quadriceps, mais aussi au niveau des mollets. Du coup, le but, c'est de faire un diagnostic en étant le moins invasif possible. Alors, on a quand même pas mal progressé, on fait des biopsies, et puis probablement qu'on n'en fera peut-être plus à un moment donné. Pourquoi la biopsie, c'est fondamental pour le diagnostic, on va le voir, mais c'est quand même compliqué. Il faut s'appeler François Géromotier, il faut être Sarah Louis, il faut avoir des gens qui voient beaucoup de biopsies, qui peuvent apporter une expertise sur ces maladies qui sont rares, pour essayer de comprendre et faire un diagnostic de façon précise, parce que les lésions, vous allez voir, sont très nombreuses et compliquées à interpréter. Les lésions élémentaires, c'est des lésions de la fibre qui sont ici trop petites. Alors on parlera d'atrophie de fibres musculaires, et si elles sont une topographie périséculaire, on parlera d'atrophie périfasciculaire. Les fibres peuvent être nécrotiques, elles sont silhouettées ici en noir, et puis celles qui ne sont pas silhouettées et qui sont un peu plus pâles sont des fibres en nécrose et qui disparaissent. Il faut savoir les reconnaître et dire où elles sont. Les fibres aussi peuvent exprimer de l'HLA de classe 1 ou 2, selon les cas. Ici, c'est le classe 1. À l'état physiologique du côté gauche, vous voyez des fibres qui n'expriment pas cette molécule de classe 1, qu'on retrouve physiologiquement sur toutes les cellules de l'organisme, en particulier sur les cellules endothéliales que vous voyez représentées dans les vaisseaux autour des fibres. Et puis sur la partie périfasciculaire de ce prélèvement, on voit une expression anormale de l'HLA de classe 1, qui est le signe d'une inflammation musculaire. Donc ça fait appel à des techniques et des colorations particulières. Et puis les fibres aussi peuvent être victimes de l'agression du système immunitaire, avec cette image clé qu'on rediscutera après, qui est une fibre musculaire qui n'est pas en nécrose, elle n'est pas pâle, elle n'est pas hyalinisée, qui est envahie par des fibres musculaires, qui est un signe aussi d'inflammation musculaire. Les fibres aussi peuvent avoir des vacuoles bordées, il faut les reconnaître. Et tous ces patients-là ont des manifestations histopathologiques donc différentes. Certains peuvent aussi avoir des dépôts de T5B9 à la surface des fibres, alors que vous voyez en bas une fibre nécrotique qui est marquée de façon inspécifique par des dépôts de compléments. Et puis, il y a pas, dans le muscle, il y a des fibres, mais dans le muscle, il y a du tissu de soutien, il y a de l'endomysium, il y a du conjonctif, dans lequel peuvent se loger des infiltrats inflammatoires qu'on voit bien, qui nous aident à faire des diagnostics. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, les vaisseaux aussi sont présents dans le muscle, et les vaisseaux peuvent être victimes ou être la cible de dépôts de compléments, qu'on voit ici par les taches marron sur certains des vaisseaux. Et puis, on peut voir, comme on l'a discuté tout à l'heure, une perte en capillaire. Vous voyez, il y a toute une partie de fibre qui est complètement dépourvue de capillaire à son contour. Et normalement, chaque fibre est entourée par au moins 4 capillaires. Et là, on voit une zone sans capillaire. Donc c'est extrêmement en fait compliqué et les variations de ces anomalies dépendent beaucoup d'un patient à un autre. Et on voit bien que ça ne rentre pas tout à fait dans 2 cases. Et puis on a le dernier outil diagnostique que sont les auto-anticorps que les immunologistes connaissent bien, qui ont été découverts depuis 1976, et c'est un outil très utile parce qu'ils sont spécifiques de ces maladies musculaires auto-immunes. Autrement dit, vous ne l'avez pas dans d'autres maladies musculaires non auto-immunes, et vous ne l'avez pas dans des maladies auto-immunes non musculaires. Et donc ça peut être un élément diagnostique très utile. Et donc, fort de ça, il y a eu un collège d'experts internationaux qui se sont réunis pour dire, bon,
Alors notre mission, c'est de faire un diagnostic de myopathie, qu'on se mette tous d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle une myopathie auto-immune. Et donc ça fait appel à plusieurs centres de référence sur les 4 coins du monde. Et comment ils se sont pris? C'était sous l'égide d'Ingrid Lundberg. Et donc elle appelle ses collègues pour dire, écoute, apporte-moi au moins 40 observations. Et dis-moi, adossé à ces observations, quelles sont les variables qui définissent le cas, l'âge, le sexe, l'atteinte musculaire, le taux de CPK. Et puis, elle va recruter comme ça une trentaine de centres. Chacun n'apportera pas plus de 40 observations pour ne pas biaiser les analyses et rendre un centre prépondérant. Et le clinicien, quand il vient, le critère d'inclusion, il vient avec son cas, il dit, moi je dis que c'est une myopathie auto-immune, il faut que tu me crois, c'est ça le gold standard, c'est l'avis du docteur. Et donc ça, c'est un critère de jugement qui est important. Et puis, ils disent, rassemblons nos cas. Et puis, si on veut faire un diagnostic, il faut un groupe comparateur non malade. Donc, venez aussi avec des cas sous le bras de qui? De patients qui ont des maladies musculaires, mais qui ne sont pas auto-immunes, et puis des maladies auto-immunes qui ne sont pas musculaires. Et puis, comme ça, elle collège quand même la bagatelle de 1500 cas tout confondu, qu'elle met dans un grand sac. Et elle a une stratégie avec des statisticiens qui va avoir pour but de dire, à partir des variables adossées à chacune des observations, l'objet va être d'essayer de trouver quelles sont les variables ou les modalités pour arriver au diagnostic. Donc ils y testent plusieurs trucs, ils disent, ben voilà, on a 93 items, et on va essayer de définir item positif ou négatif, 0, 1, c'est dichotomique. Et puis on va essayer de voir s'il y a un seuil à partir duquel on pourrait dire, dès qu'on dépasse cette valeur, on a un diagnostic on-off. Ça, c'est la somme des items, qui est un modèle qui a été utilisé pour ce papier-là, ça ne marche pas. Et donc ils ont vite abandonné. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'il était peut-être plus intéressant de ne pas faire diagnostic on-off, faire un diagnostic probable ou certain, et puis aussi peut-être de pondérer le poids de certains items, parce que quand ils regardaient certains items dans le groupe malade par rapport au groupe contrôle, ils observaient très clairement qu'il y a des items qui pesaient très lourd, qui étaient très associés au groupe malade, qui n'étaient pas au groupe des patients, ce qui permettait de pondérer les items. Alors les items, c'est des données qui sont inhérents à l'autre, c'est des critères démographiques, l'âge, le sexe, et puis il y a des données musculaires qui étaient cliniques, qui étaient paracliniques, le taux de CPK, qui était le taux, qui était l'EMG, l'IRM, et les données de la biopsie qu'on a décrites, mais je crois qui n'étaient pas aussi détaillées que celles qu'on a illustrées tout à l'heure. Et puis il y avait des données extramusculaires, cliniques ou paracliniques, articulation, poumon, et puis les fameux auto-anticorps dont on a parlé. Et puis, alors voilà ce à quoi ils arrivent. Ça a été publié il y a, cette année dans au moins 3 journaux de rhumato dans le même mois. Et alors voilà, ils vous donnent la liste des items qu'a illustré tout à l'heure Alain, où on voit que l'âge est un élément important, on verra pourquoi, le déficit de la force musculaire, et puis des items cliniques et paracliniques qui sont des items de bon sens qui amènent au diagnostic. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les items qui pèsent le plus lourd, on a l'item et puis après on lui adosse un coefficient, on multiplie par 3 ou par 2. Et justement, les coefficients les plus lourds, c'est les coefficients qui sont adossés aux items cutanés des signes de dermatomyosite. Et puis, un des coefficients aussi les plus lourds, sinon le plus lourd, c'est celui pour les anticorps anti-JO1. Et puis ils se sont dit, il y avait des pédiatres dans la bande qui disent, ouais, mais moi les biopsies, les patients, alors ils disent, c'est vrai que puis en plus c'est compliqué. Donc ils ont dit, on va essayer aussi de faire cette grille-là en se débarrassant des items anatomopathologiques pour essayer d'arriver à un diagnostic. Et ils combinent leurs données et voilà ce que ça donne. Eh bien, ils font 2 scores, vous utilisez la même grille, vous rentrez ou pas les données biopsie, si vous les avez, vous les rentrez, si vous ne les avez pas, c'est pas grave. Et sans la biopsie, par exemple, si vous avez un score sur 12 qui est supérieur à 5,5, la probabilité d'avoir une myosite est cotée à 55%. Ils ont dit ça, c'est satisfaisant pour dire que le diagnostic est possible. Cliniquement, je ne trouve ça pas toujours très satisfaisant, 55%, c'est une pièce de monnaie, quoi. Et en revanche, si vous passez à 7,5 de score, du coup, la probabilité est forte et c'est 90%. Et donc, on peut dire que quand on a plus de 7,5 points sur les items indépendants de la biopsie, on a un diagnostic qui peut être retenu. Et puis, il y a le pendant avec la biopsie musculaire, avec des scores qui ont des valeurs un peu différentes. Et donc, du coup, voilà, on a des critères diagnostiques de myopathie auto-immune. Mais on vient de dire que les myopathies auto-immunes, c'est quand même très vaste. Alors, est-ce que c'est pareil? Elles sont toutes pareilles. Et donc, eux, on dit, ça, c'est notre deuxième question, c'est d'essayer de dire, est-ce qu'on va trouver des groupes distincts?
Et donc voilà, ils ont recommencé. Et puis quand chaque médecin venait avec son observation, il avait collé l'étiquette du patient, lui il est malade, mais en plus il avait dit il est malade de quoi. Et de quoi, c'était comme ça, c'était pas autrement, c'était PM, IBM, myopathie nécrosante et DM, amyopathique ou pas amyopathique. Et il recommence à partir des items une stratégie pour essayer d'arriver à la bonne sous-classe diagnostique. Donc cette fois-ci, ils partent de malades, et puis ils utilisent une technique qui est un peu différente, qui est une classification qu'on appelle la carte, hein, avec des arbres, et en fait on prend l'item qui est probablement le plus pertinent pour s'embrancher vers le chemin du bon diagnostic et trouver donc les bons carrefours. Et puis donc c'est pas très révolutionnaire parce que du coup, si vous avez moins de 18 ans, vous avez une forme juvénile de la maladie. Voilà. Vous avez plus de 18 ans, vous avez une forme adulte. Vous avez moins de 18 ans, vous avez des signes de DM, vous avez une DM. Vous n'avez pas de signes de DM, vous avez une forme juvénile de myopathie auto-immune non DM. Et puis, quand vous avez le diagnostic de DM chez l'adulte avec des signes cutanés, c'est une DM. S'il n'y a pas de signes cutanés, eh ben, finalement, c'est ou la biopsie, c'est principalement la biopsie ou les anomalies cliniques qui vont vous orienter vers une classe IBM, myosite d'inclusion, ou PM. Alors du coup, ils ont dit, regardons ce que fait la classification en fonction de cet arbre par rapport au diagnostic initial porté par les cliniciens. Le diagnostic initial porté par les cliniciens est représenté en colonne à gauche, et en ligne, c'est le diagnostic de la classification. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les IMNM, elles sont toutes considérées par cette fameuse classification automatisée dans le groupe des PM. Elles disparaissent. Alors du coup, l'autre chose qui a été faite dans cette étude, qui est quand même très importante, c'était de comparer la performance de cette, pas de la classification, des items du score que je vous ai décrit, pour faire le diagnostic d'une myopathie auto-immune, par rapport au diagnostic qui existait auparavant. Et donc ce qui est important, c'est que la performance est sur 55%, c'est pas 90%, ça ils le disent d'une ligne, mais c'est quand même important. Et donc ils vous disent qu'avec ou sans biopsie, les sensibilités, les spécificités pour le diagnostic sont quand même assez satisfaisantes. Quand on prend les critères de Peter et Bohan qui datent d'il y a 40 ans, la sensibilité des critères de Peter et Bohan reste meilleure. Donc 40 ans plus tard, on ne fait pas tellement mieux pour ça, mais on fait beaucoup mieux en spécificité. Au bout du spectre, quand vous prenez les classifications européennes avec une ambiance forte neurologique qui réfléchit sur la lésion histologique, comme en neurologie, on croit que ce qu'on voit dans le tissu malade, les critères anatomopathologiques sont beaucoup plus spécifiques, mais du coup au prix d'une perte de la sensibilité. Et donc c'est peut-être un très bon moyen de faire des diagnostics et un bon compromis. Et alors le problème, c'est que nous, on a tous lu ça, et puis il y en a un qui l'a dit, il a dit, mais les anticorps, les gars, ils sont où? Parce que franchement, ça fait 10 ans que vous nous bassinez avec les auto-anticorps, c'est ce qu'il dit en substance, il le dit poliment, mais il dit, je ne comprends pas, vous dites que les JO1, c'est très homogène, les CRP, les HMG, ça n'a pas de place. Donc elle répond, mais moi je vous la fais courte, en gros, quand vous allez dans les datas supplémentaires, c'est toujours là que se loge le diable dans les détails, c'est que quand vous prenez les items des auto-anticorps, il y en a 30, donc c'est la classe. Mais qu'en fait, quand il y en a 30, il n'y en a que 5 qui sont spécifiques des myosites, là où nous, on en connaît tous dans le monde une quinzaine. Et finalement, il n'y en a que 5, et on n'a pas beaucoup de détails sur l'exhaustivité du rendu de la variable pour ces auto-anticorps dans les analyses qui ont été faites. Et donc c'est pour ça qu'ils échouent à montrer une place importante pour les auto-anticorps dans la classification ou améliorer la place des auto-anticorps pour le diagnostic au-delà des JO1. Ah bah ça c'est con. Parce que là c'était super hein, ce qui arrivait. Là c'est le blue screen des geeks. Ouais. Je sais pas. En fait il... Ouais. Non. On peut faire des... On peut discuter, je crois. Ouais, c'est ça. Je vais retrouver ça, ne vous embêtez pas. Ouais, je vais la prendre, ne vous embêtez pas. Plus bas, hop. Plus bas, plus bas. Hop, on est là.
faire. Alors du coup, on en était là. Donc, pour la classification, ils nous disent qu'il n'y a que les PM qui existent. Et puis, je crois qu'on est tous convaincus dans la salle qu'il y a quand même un truc qui existe qui s'appelle le syndrome d'antisynthétase, qui n'existe pas dans cette classification. Et puis, les myopathies nécrosantes, on est convaincus aussi que c'est un groupe qui existe, mais qui n'existe pas non plus dans leur classification. Et puis, on peut se poser la question aussi, est-ce que la PM est en soi aussi un groupe à part ? Et alors, qu'est-ce que nous disent les publications antérieures? Nous disent la PM, il y en a d'autres qui disent qu'elle existe, et elle est définie comme ça. C'est la fameuse image que vous avez représentée tout à l'heure. Les critères européens qui reposent sur des classifications pathologiques disent pour avoir une PM, il faut avoir en fait une fibre qui n'est pas nécrotique et qui est envahie par des cellules inflammatoires. Alors, est-ce que ça existe ce truc? En fait, ça fait longtemps que des équipes, dont Marianne de Visser, avait dit je vais reprendre tous mes cas de polymyosite, puis je vais vérifier si en fait j'ai cette anomalie-là. Et en fait, elle dit je ne la vois jamais, ou je la vois dans 9 cas, et puis ces 9 cas, quand vous lisez l'article, il y en a 5 qui sont reclassés en myosite à inclusion. Et puis il y en a d'autres qui ont fait ça, c'est que plus récemment, les Japonais disent cette image d'infiltration, de cerclage, de CD8, de fibres non nécrotiques, on le voit, ça c'est certain, mais en fait c'est que des myosites à inclusion, et peut-être que ça existe chez certains patients, et c'est probablement le cas sur des patients qui ont des myopathies virales, comme celles qu'on peut voir rarement dans le VIH. Donc en fait ça n'existe pas quasiment, sinon dans une seule maladie, c'est la myosite à inclusion. Et d'ailleurs nous en pratique, quand on voit ça dans les comptes rendus que vous nous faites, on se dit finalement ça doit être une myosite à inclusion. Donc, en fait, finalement, la PM n'existe pas. Et alors, est-ce que c'est la même maladie? Vous le savez tous bien. Et puis, on avait fait, mais beaucoup d'autres l'ont fait. Et vu que c'est moi qui parle, du coup, je mets ce que j'ai fait. Hein. Et ben, on voit que, ne serait-ce que sur le plan pathologique, si vous comparez myosite nécrosante, myopathie nécrosante et antisynthétase, c'est pas les mêmes lésions. Donc du coup, Olivier, ça fait longtemps qu'il avait vu ça, et il dit on fonce dans le mur, et donc il a appelé QB, qui doit être par là, et il lui a dit écoute QB, il faut que tu nous aides à trouver la réponse. Donc QB, c'est pas compliqué, tu as 1000 dossiers dans le service, alors, QB a blémi, et tu as 3 ans pour essayer de voir comment on peut trouver une solution. Et voilà le plan qu'avait proposé Olivier à QB, et ça a été publié là, très récemment dans le JAMA. Et donc, le but, c'est de sortir les observations, 1000 dossiers, et reprendre toutes les variables des patients. Et puis, Olivier avait pressenti que les auto-anticorps avaient un rôle très important. Et donc, l'objet de ce travail de Romain était de sélectionner parmi ces 1000 patients ceux qui avaient un jeu de données exhaustif, en particulier sur les auto-anticorps. Ce qui fait que de 1000 patients, on arrive à 260 patients. Et puis, QB avait 700 variables par malade. Et au bout d'un moment, on se dit ça fait un peu beaucoup. Et puis, les tests statistiques et le bon sens des docteurs arrivent à dire finalement 47, ça suffira. Et à partir de là, Benjamin Granger, qui n'est pas là, et QB ont confié ces variables, un peu comme on fait le groupe européen et américain, pour essayer de voir si l'ordinateur était capable de rassembler les individus selon leur degré d'homologie. Et l'homologie, c'était les variables qui étaient adossées à chacune des observations. Et voilà ce que ça donne. Chaque petit arbre, tout du bout, c'est un patient. Et l'espace qui les sépare, c'est leur différence. Et on voit qu'en fait, cette classification hiérarchique vous montre qu'il y a 4 groupes de patients. Et quand vous projetez ces patients dans un espace à 2 dimensions, chaque individu est un patient, chaque point est un patient, et la distance qui sépare un point d'un autre, c'est la différence qui existe derrière les 47 variables. Et on voit donc qu'il y a des nuages de points qui sont assez similaires, des nuages de patients, des nuages de maladies peut-être. Alors après, il faut regarder, et c'est ce qu'a fait QB, regarder dans le groupe 1, le groupe noir, quelles sont les variables qui caractérisent ces patients pour les mettre à part du groupe bleu, par exemple. Et on voit que c'est des myosites d'inclusion, parce que c'est une variable qui n'était pas rentrée, mais si vous regardez, qu'est-ce qu'avait dit le docteur au début? Il avait dit 9 fois sur 10, c'est des myosites d'inclusion. Et effectivement, ce qui caractérise les patients, c'est l'âge au premier symptôme qui est tardif, et puis tout ce que vous connaissez parfaitement, de l'atteinte prédominante des fléchisseurs des doigts, ou des fibres envahies, ou des fibres avec des vacuoles bordées. Donc ça, c'était le premier groupe. Le groupe 2, eh bien, finalement, quand vous regardez, c'est des myopathies nécrosantes, en fait, parce que l'atteinte est très sévère au niveau des psoas. On retombe un peu sur ce qu'on avait décrit tout à l'heure, que le taux de CPK est en moyenne plus élevé et avec des pics beaucoup plus élevés que dans n'importe quel autre groupe de myopathie auto-immune, et que les anticorps adossés à ces patients-là, c'est les anticorps anti-SRP et HMG-CoA qui se retrouvaient quasiment toujours là.
Et puis quand vous regardez l'histologie, c'est l'histologie des myopathies nécrosantes. Et puis après, vous avez le groupe vert. Le groupe vert, si vous regardez, c'est des patients qui ont tous des lésions cutanées de dermatomyosite. C'est comme ça que le groupe s'est formé. Et que quand vous analysez les variables musculaires, ce qui était intéressant de voir, c'est que l'atteinte était aussi très importante au niveau des membres supérieurs, et ce plus fréquemment que dans les autres groupes de myopathie auto-immune. Et vous tombez sur les auto-anticorps qui sont associés à ces maladies. Et puis vous retombez sur l'histologie de cette dermatomyosite qui est l'atrophie fasciculaire beaucoup plus fréquemment que dans aucun des autres groupes. Donc c'est des DM. Et puis le troisième groupe, ce sont des patients qui ont des mains de mécaniciens, ils sont quasiment tous là. Ce sont tous des patients qui ont des anticorps qui sont dirigés contre les antisynthétases, et comme par hasard, ce sont eux qui ont les atteintes extramusculaires pulmonaires dans ce groupe-là. Et donc, et puis pareil, parallèlement, la même approche statistique avait été faite. Donc ça ne prétend pas vous dire, voilà, vous prenez les branches et vous arrivez au diagnostic. Ça vous montre en fait quels sont les éléments, les variables les plus pertinentes pour classer un patient. Parce que si vous prenez un individu, vous risquez de vous tromper avec un risque qui est quand même pas nul. On retrouve le fait que de regarder la peau des malades pour dire si c'est une DM, c'est pas mal, et qu'avoir des auto-anticorps pour les anti-JO1, c'est pas mal, mais surtout que regarder la force des fléchisseurs des doigts, c'est aussi pas mal. Mais ce que montre ça, c'est qu'il n'y a aucune variable histopathologique là-dedans. Il y a d'autres modèles que QBA a fait qui n'ont pas une meilleure performance, mais qui ont des variables histologiques. Donc on peut se passer de la biopsie parfois. Et donc du coup, il y a 4 groupes de maladies. Il y a les myosites d'inclusion, les DM, les antisynthétases et les MNAI, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'Olivier croit et ce qu'a fait dire Olivier. Moi je suis convaincu. Et du coup, en 75, il y a des gars qui disent qu'il y a des PM, il y a des DM. Et en 2017, il y a des collèges qui se réunissent pour dire en fait il y a des PM et des DM, pas plus, et des myosites à inclusion. Et c'est là où Olivier et QB disent non, il n'y a pas de PM, ça n'existe pas. Vous avez des symptômes des antisynthétases et des DM d'un côté qui ont des signes extramusculaires, et puis vous avez des myosites à inclusion et des myopathies nécrosantes qui n'ont pas de signes extramusculaires. Et puis pour autant, vous avez quand même 40 ans d'auto-anticorps, et quand même ça doit peut-être aussi apporter un rôle. Et ce qu'avait montré QB, c'est que les auto-anticorps avaient aussi un rôle central pour classer les patients, comme on l'a vu dans la classification hiérarchique, même s'il n'y avait que les JO1 qui ressortaient. Et en fait, on sait, je vous remonte cette diapo, mais on sait que vous prenez un anticorps, vous avez une maladie, c'est assez clair. Vous avez des anticorps pour les myopathies musculaires pures, que sont les myopathies nécrosantes, SRP, HMG. Vous avez des DM, mais elles ne sont pas toutes pareilles. Mais vous avez des DM, c'est que la peau. Alors Mathieu m'a fait un peu mentir, mais c'est principalement de la peau dans les SAE, et les atteintes respiratoires, c'est moins typique. Les patients qui ont un risque de cancer, ce n'est pas les SAE, mais c'est peut-être un gamma XP2 et MI2. Je vous passe les détails sur les phénotypes cutanés qui sont associés avec un anticorps. Quand vous avez de la peau et du muscle, mais de l'articulation et du poumon, c'est un antisynthétase. Et quand vous avez quasiment plus de muscles et que la peau est celle plutôt d'une DM, c'est un anticorps anti-MDA5. Mais donc encore une fois, les auto-anticorps au sein de cette belle classification des 4 patients vous amènent encore plus affinent la classification. Parce que si on prend que l'exemple des myopathies nécrosantes, eh bien, en fait, les patients qui ont un SRP sont beaucoup plus sévères que les autres qui n'ont pas d'anticorps SRP, c'est-à-dire les HMG-CoA ou les séronégatifs. Que les anticorps, ça vous aide à trouver qui est à risque de cancer, parce que quand on a une myopathie nécrosante, on a plus de cancer si on n'a pas d'anticorps que si on en a. Et on peut avoir un risque de cancer modéré avec les HMG-CoA, mais il n'y en a aucun avec les SRP. Donc c'est très performant pour vous aider à prendre en charge vos patients. Et puis le pronostic de récupération n'est pas le même selon l'anticorps en présence. Donc de cette fleur à 4 avec 3 pétales et son centre, on peut, dans chacune de ces pétales, on peut redessiner des sous-groupes homogènes. Et donc c'est pour ça qu'on s'était réunis et qu'on avait dit peut-être que les anticorps sont fondamentaux pour classer les malades et que finalement, quand on a une suspicion clinique d'une
myopathie nécrosante, si vous avez un anticorps anti-SRP, la messe est dite, vous avez la myopathie nécrosante SRP, la biopsie n'est peut-être pas utile et vous savez comment évoluera votre patient. Pareil pour HMG-CoA. Et puis s'il n'y a pas d'anticorps, la biopsie elle est évidemment fondamentale. Et donc cette approche pragmatique avec des auto-anticorps pour le diagnostic et la classification des patients devrait arriver. Et prochainement, il y a une autre réunion qui va tourner autour des thèmes des dermatomyosites. Et puis pour finir, d'un mot sur qu'est-ce qu'a produit la CER et le LAR aussi cette année. Ce qui était très important, c'est qu'ils ont produit une méthode d'évaluation des patients et en fait c'est surtout dédié aux essais et en fait vous avez maintenant en ligne et vous le retrouverez facilement sur internet un logiciel, c'est publié dans ARD, qui vous liste une somme d'items qui permet de faire une photo à T0, puis vous refaites la même photo quand vous voulez, et vous faites, je l'ai rempli tout à l'heure, baseline et dans le follow-up, et vous rentrez l'activité jugée sur une échelle visuelle analogique par le médecin de la maladie, entre 0 et 10. Le patient fait de même. Vous faites un score de l'activité musculaire avec un testing, avec un score qui est quand même assez standardisé, qui vous permet d'avoir, comme disait tout à l'heure Luis, un score entre 0, enfin pas 0, enfin jusqu'à 150. Vous faites une échelle de qualité de vie avec le HAQ. Vous rentrez, je ne lis plus là ce qu'il y a sur le 5e item, c'est l'activité extramusculaire de la maladie qui est jugée sur une EVA. Et puis vous rentrez le taux de CPK et avec ça, il vous calcule un score d'amélioration qui est calculé sur une valeur sur 100. Et s'il y a moins de 20, globalement, il ne se passe rien. Si ça améliore de plus de 40, c'est une amélioration modérée. Si ça améliore de plus de 60, c'est une amélioration tout à fait significative. Et sachant que ça ne vous détecte que des améliorations, mais pas des dégradations. Et donc, pour conclure, si on parle de l'ACR et de l'ER, parce que c'était l'objet du topo, les myopathies auto-immunes, c'est des maladies extrêmement hétérogènes, que les critères ACR-ELAR sont une vraie avancée pour standardiser les diagnostics, et c'est probablement des critères diagnostiques performants, qui vous montrent que la place de la biopsie est de plus en plus remise en question, mais elle reste quand même très utile, que c'est profondément un échec pour classer les malades, c'est un échec cuisant, et je ne suis pas sûr qu'ils auraient peut-être dû publier cette seconde partie, que pour autant, il y a très clairement 4 groupes de myopathie grâce à ce travail qu'a fait QB, et que très certainement, la classification sérologique des patients va s'imposer, mais qu'on peut dire qu'en tout cas, la polymyosite, elle est morte, ça c'est sûr.